Bonjour à tous et bienvenue en 2019. Et cette année, comme promis, je vous ai préparé une série de vidéos coaching qui vont être destinées à sa propre révolution, hein. J'en ai parlé avec ce qu'il y a eu euh, en fin d'année 2018 avec le mouvement des Gilets jaunes. J'ai conseillé dès le départ aux gens qui voulaient se lancer dans ce mouvement de bien réfléchir avant d'y aller. Enfin, vous pouvez y aller, c'est pas le problème, mais de surtout se dire, avant d'aller faire la révolution, avant de vouloir changer le monde et de connaître un grand nombre de désillusions, il faut commencer par se former soi-même, changer soi-même, changer sa vision des choses, changer son regard sur le monde pour comprendre mieux effectivement pourquoi, quels sont les rapports de domination et comment ils sont apparus, etc. Et pour cela, je commence une première série de vidéos qui est plus centrée sur soi, puisqu'on vit à une époque qui est l'époque du moi-je. Hein, j'entends constamment dans les médias moi je ceci, moi je cela, moi je peux pas travailler, moi je peux pas ceci, moi je peux pas cela. On entend que ça, surtout en ce moment. Et en plus avec l'ère effectivement des vidéos très narcissiques qu'on fait et que c'est vrai qu'on a du mal à échapper tous à ce travers. Peut-être moi-même par moment, je me laisse aller un peu à ce côté très narcissique sur les vidéos. Donc il faut essayer d'échapper à ça. Et pour ça, il faut commencer par se connaître soi-même. Voilà, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo Connais-toi toi-même, hein, la fameuse citation, hein. Connais-toi toi-même, effectivement. Apprenez à connaître, savoir qui vous êtes, quelle est votre identité et ce que ça détermine. Voilà. Et là, je vais aller à contre-courant de beaucoup de choses, disons, qui sont politiquement correctes aujourd'hui, notamment par rapport à l'identité, parce qu'effectivement, l'identité d'une personne détermine ce qu'elle est, détermine ses choix, etc. Et nous allons voir comment mieux apprendre à connaître et à maîtriser ses propres déterminismes identitaires pour pouvoir justement réfléchir en conscience et aller dans un sens qui est plus souhaitable pour soi, on va dire. Voilà. Alors je vais essayer d'être bref, voilà, je vais présenter rapidement les choses, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais essayer d'être le plus bref possible parce que j'ai pas envie que ce soit trop long et trop chiant, hein. Voilà, donc je vais essayer de balayer les choses un petit peu plus vite, mais essayer de bon, quand même faire quelques explications un peu plus importantes quand c'est un peu plus complexe. Alors déjà, on va commencer par définir quels sont les critères qui définissent un individu, sur quoi, qu'est-ce qui fait un individu déjà. Alors première chose, alors j'avais déjà fait il y a d'avoir 2 ans peut-être à peu près, c'était une de mes premières vidéos, une vidéo sur l'identité, où j'avais parlé d'identité, mais là essentiellement sur le plan ethnico-culturel, voilà, où j'avais parlé d'identité réelle, d'identité symbolique. En vérité, sur là-dessus, j'ai évolué un petit peu, j'ai affiné un petit peu cette analyse sur l'identité réelle et l'identité symbolique, et je vais y revenir. Mais ça, c'est plus, voilà, sur le côté purement ethnico-culturel, je vais y revenir un petit peu. Mais avant ça, on va parler d'un des premiers marqueurs identitaires qui est l'âge. Effectivement, un individu ne va pas être le même selon son âge. On n'est pas le même physiquement, mais en principe, on ne doit pas être le même aussi dans nos têtes et dans notre façon de faire et de penser. Voilà. Euh, Évidemment, je vais prendre deux extrêmes. Un bébé, je prends deux âges de la vie extrêmes. Un bébé n'agit pas comme un adulte de 40 ans. Voilà, et vice versa. Ce qui est normal. Ça semblerait totalement farfelu. Bah, de même manière, quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on ne doit pas agir de la même manière. Et pourtant, il y a des gens qui ont tendance à vouloir se comporter comme s'ils avaient, et même essayer toujours d'avoir l'air 20 ans, alors qu'ils en ont 50, vous voyez, ou 60. Voilà. Et ça, c'est le jeunisme de notre société qui veut absolument. Vous savez, je regardais tout à l'heure les publicités à la télé. Il y a cette publicité avec les Stana, là. Hein, vous savez, je veux pas leur faire de pub, mais c'est les chaises, les chaises murales là qui servent à monter les escaliers pour les personnes âgées. Et je me dis, c'est toujours les mêmes vieux comédiens qu'on voit dans ces pubs qui sont réduits à faire ce genre de pub parce qu'ils sont vieux et donc ils ont un physique, voilà, qui colle bien à leur âge avancé et du coup ils peuvent juste faire ce genre de vidéo pour des vieilles personnes diminuées. Voilà, ils ne peuvent plus faire de rôle de jeunes premiers. Et moi, je trouve que c'est assez triste quand même le destin de comédien comme ça quand on a un âge où on peut plus faire les mêmes rôles, etc. Voilà, alors que dans d'autres métiers, les personnes âgées peuvent être mieux respectées. Un philosophe, il est autant respecté, peut-être même plus d'ailleurs quand il a 80 ans que quand il en a 30, vous voyez. Parce qu'il a un vécu derrière qui le rend encore plus crédible. Mais un comédien, par contre, on préfère un comédien qui a 20, 25 ans, hein, qui
qui passe mieux c'est encore plus dramatique chez les femmes d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des hommes qui arrivent à rester jeunes premiers pendant longtemps. Regardez Roger Moore, hein, qui a incarné James Bond à plus de 50 ans. Voilà. Mais sinon, pour les femmes, c'est vrai que passer, euh, passer 50 ans, elles font des rôles de belle-mère dans les téléfilms, quoi. C'est un peu triste. Voilà. Bon, ça, c'est une parenthèse, je vais pas venir là-dessus, mais là, ça fait référence écho à ce que disait Yann Moix il y a pas longtemps, hein, sur les femmes de 50 ans, qui est maladroit, qui est un peu, comment dire, il peut paraître un peu goujat en disant ça, mais sur le fond, il n'a malheureusement pas tort. Enfin, il y a un fond de vérité là-dedans. Ce qu'il y a, c'est que la façon dont il le dit est un peu méprisante, hein, et puis un peu stupide aussi. Mais il y a un fond qui est pas tout à fait faux là-dedans. Voilà. Mais bon, je vais m'attarder là-dessus, mais simplement pour dire sur la question de l'âge, la première chose qu'il faut savoir, c'est euh, bien tenir compte de l'âge que nous avons et de qu'est-ce que ça implique comme comportement et comme vision du monde. Voilà. C'est-à-dire donc savoir faire son âge simplement, accepter son âge. Voilà, alors c'est facile à dire pour quelqu'un qui est encore jeune comme moi j'ai à peine la trentaine, voilà, je vais avoir 35 ans, c'est vrai que bon, vous allez me dire moi je suis encore jeune, c'est facile d'accepter mon âge. Mais je peux vous dire que par exemple, si je prends un peu de recul, moi je me sens beaucoup mieux dans ma peau aujourd'hui par rapport justement à tout ce que j'ai appris on va dire en bien-être et en développement personnel, comme on dit, hein, voilà, même si bon j'aime pas trop ce terme-là, mais c'est un petit peu ça pour parler simplement. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau à 35 ans que à 20. Voilà. Et pourtant à 20 ans, voilà, on dit on a 20 ans, c'est l'âge où on peut tout se permettre, etc. Mais à 20 ans, j'étais plutôt dans une situation plutôt dépressive, hein, je me sentais mal dans ma peau, je savais pas quoi faire de ma vie, j'étais tout à fait désemparé par rapport au monde qui s'ouvrait à moi, que je ne comprenais pas, parce qu'en plus on a tous nos problèmes, hein. Moi j'étais quelqu'un que j'ai compris aujourd'hui que je faisais partie des gens qui étaient surdoués, ah, j'avais pas détecté à l'époque, et c'est comme beaucoup de surdoués, j'avais une incapacité à m'insérer socialement, hein, parce que c'est paradoxal, mais les surdoués enfin certains surdoués en tout cas ne sont pas capables de s'insérer socialement, ils ont énormément de difficultés, peut-être parce que justement il y a une incompréhension par rapport au monde dans lequel ils vivent qui sont en décalage total. Voilà. Donc le surdoué ne veut pas dire qu'il se débrouille mieux dans la vie, hein. Voilà, au contraire, hein. Ça peut être un handicap. Voilà. Enfin bref, enfin, voilà, ça aussi c'est important de connaître, savoir si on a ce genre de problème, si on a un handicap, l'accepter et savoir comment faire avec. Ça aussi, ça en fait partie. Et là, je vais rester sur des considérations générales. Je reste sur l'âge. Donc l'âge, voilà, c'est savoir faire son âge et surtout ne pas avoir peur du vieillissement, c'est-à-dire aller complètement à rebours de notre société, justement, qui est mis en valeur. Et je dis ça surtout pour les femmes, parce que les femmes, après 30 ans, déjà, elles commencent à être déconsidérées, à être dévalorisées, parce qu'elles ont un âge avancé, hein, c'est-à-dire elles sont à un âge où la procréation devient plus difficile aussi pour elles. Et donc sur le plan symbolique, elles sont dévalorisées. Et on le voit, hein, au cinéma, il y a des femmes qui peuvent faire qui ont beaucoup de rôles jusqu'à un certain âge, et après qui sont rejetées. Je parle même pas de celles qui font du porno, hein. Voilà. Alors c'est à la cause de plein de drames, ce genre de choses. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut faire quand on est jeune, et à un moment donné, quand l'âge avance, il faut changer. Moi, par exemple, j'ai fait pendant 5 ans, entre 25 et 30 ans, j'ai travaillé dans le monde de la nuit, qui est un monde où il faut quand même être en forme, hein, parce qu'on est quand même en décalage par rapport au rythme de la journée, par rapport au rythme normal. Et puis en plus, bon, j'étais DJ animateur. Un DJ animateur, il est plus crédible quand il est jeune que quand il a un certain âge. Et en plus, il y a tous les problèmes de santé qui peuvent aller avec, hein, parce que je dis, on est décalé, il y a c'est vrai qu'on a jusqu'au bout de la nuit, et puis, sans compter l'alcool, etc. Enfin bon bref, tous les mauvais côtés qu'il peut y avoir. Et à un moment donné, je me suis dit à 30 ans, il faut que je sorte de cette mauvaise vie, hein, que je passe à une vie qui soit plus dans laquelle je m'épanouirais plus en avançant en âge, on va dire voilà. Et c'est exactement voilà le conseil que je fais, c'est voilà, il y a des métiers qui sont conformes à un certain âge. Les footballeurs, ils s'arrêtent vers 35 ans parce que ils peuvent plus faire du haut niveau après 35 ans. En tout cas, c'est rare qu'il y en a qui continuent après 35 ans. Voilà. Simplement parce qu'ils se rendent compte que le corps ne suit plus. Et là, ils ont la sagesse d'arrêter et ils font autre chose. Par exemple, ils font souvent entraîneur. C'est-à-dire que c'est eux maintenant qui vont aider les autres à savoir s'améliorer, à mieux jouer, etc. Donc c'est ça aujourd'hui c'est le fait que à un moment donné, on devient une sorte de sage qui transmet ce qu'il a appris, qui transmet sa propre expérience. Et c'est exactement ce que moi-même je fais d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il y a des choses,
Après, il y a des métiers qu'on peut faire toute sa vie, hein, voilà. Mais il y a des métiers effectivement qui sont réservés à des jeunes et d'autres qui sont réservés à des personnes plus âgées. Et ça, il faut le préparer. Il faut préparer cette transition. Sinon, on risque de finir. Voilà, moi, j'ai connu par exemple un DJ qui était assez âgé, qui a multiplié les crises cardiaques, qui était obligé d'arrêter subitement parce qu'il y avait des gros problèmes de santé. Vous voyez. Puisque ça correspondait plus, ce mode de vie ne correspondait plus à son âge. Voilà. Donc, pour aller à rebours de cette société qui veut mettre en avant le jeunisme, au contraire, il faut revenir à ce qu'il y avait dans les sociétés plus traditionnelles et qui étaient plus proches du réel, hein, où ils mettaient en avant le fait d'être jeune, au contraire, était associé à la naïveté, à la pureté aussi, mais aussi à la naïveté, le fait qu'on ne connaisse pas assez le monde. Et les jeunes, souvent, écoutaient les anciens étaient très respectés pour ça, il y avait toujours l'ancien du village. On voit ça encore dans certaines sociétés traditionnelles, l'ancien du village qui était écouté, parce qu'il transmettait son savoir-vivre, son savoir-être, c'est-à-dire comment appréhender la vie. Voilà. Et c'est ça aujourd'hui qu'on a perdu, c'est le fait de le respect des anciens et de la transmission que nous offrent les anciens pour pouvoir mieux nous en sortir dans la vie. Et ça, il faut le cultiver. C'est-à-dire une fois, il faut se dire, je vais vers la vieillesse. C'est pas une tare, au contraire, c'est un cadeau, puisque je vais vers l'expérience et vers la sagesse. Mais après, il faut faire attention à une chose. C'est vrai que moi, j'entends souvent, par exemple, des personnes qui ont 50, 60 ans. D'ailleurs, peut-être certains d'entre vous vont me dire encore une fois, mais de quel droit, moi, homme assez jeune de 35 ans, je me permets d'expliquer la vie à des gens, y compris des gens peut-être plus âgés que moi. Alors, là, c'est pareil, la question de l'expérience et du vécu est relative. C'est-à-dire qu'une personne qui a 50, 60 ans, voire plus, si dans sa vie elle a un vécu qui est assez qualitativement assez faible, c'est-à-dire qu'elle a fait le même travail, qu'elle a connu la vie à peu près au même endroit, avec les mêmes personnes, c'est-à-dire dans le même milieu social, voilà, enfin milieu social ou milieu tout court, voilà. Voilà, c'est une personne qui va avoir un vécu, certes, mais un vécu qui est relativement faible du point de vue qualitatif. Hein, il est important du niveau quantitatif, puisqu'elle a connu beaucoup d'années de vie, mais qualitativement, il est assez faible. Alors que, par exemple, là, je vais donner mon cas, c'est pour ça que je me permet de faire ce genre de boulot aujourd'hui, parce qu'entre l'âge de 20 et 30 ans, certes, ce n'est que 10 ans, mais pendant ces 10 ans, j'ai multiplié les expériences, j'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos, dans beaucoup de domaines différents, notamment dans le travail, hein, c'est-à-dire que moi, j'ai connu toutes les situations professionnelles possible. J'ai bon, à part celle de retraité, hein, parce que effectivement je suis pas, voilà, ça effectivement je suis mal placé pour en parler. Par contre, j'ai été étudiant, chômeur, salarié du privé, salarié du public, entrepreneur. Voilà, donc je connais toutes ces situations-là, donc je peux en parler. En plus dans différents domaines aussi. Et puis, en plus de ça, j'ai fait un peu de politique, j'ai une expérience politique, j'ai été formé politiquement, c'est-à-dire qu'à côté de ça, à côté du fait que je travaillais, que j'étais dans la vie active, je me formais beaucoup, j'étudiais encore, etc. Ce qui fait que j'ai ce double bagage là que tout le monde n'a pas. C'est-à-dire que pendant que les autres jeunes de mon âge avaient une formation classique, voilà, ils faisaient une formation, je sais pas moi, BTS, une licence dans tel ou tel domaine, et ensuite ils allaient travailler dans telle ou telle entreprise, et depuis un certain nombre d'années, ils travaillent dans cette entreprise, ils ont toujours le même rythme de vie, etc. Voilà, ils ont une expérience de vie qui est assez, du point de vue qualitatif, qui est faible. Voilà. Mais en plus de ça, j'ai aussi travaillé dans le monde de la nuit, j'ai côtoyé, dans le monde de la nuit, on côtoie beaucoup de milieux hein, différents. Bah, il y a le milieu du monde de la nuit, mais dedans, il y a le milieu on va dire, des homosexuels, le milieu on rencontre beaucoup de femmes, des femmes d'âges différents qui sortent pour différentes raisons. Vous avez les jeunes de 20 ans qui sortent entre copines, les gens plus âgés qui sortent entre collègues, les femmes qui sortent entre elles pour tromper leur mari le samedi soir. Enfin bref, il y a tout ça, ça c'est de la sociologie de terrain qu'on fait, qui est mise en relation avec la sociologie conceptuelle, c'est-à-dire celle que je lis dans les livres, ou des études qu'on peut lire. Et ben, si on met ça en relation, on a effectivement un savoir global qui se met en place et qui permet aujourd'hui de produire ces analyses et de produire aussi ce contenu de coaching que je propose pour mieux comprendre notre environnement et pour mieux le maîtriser. Voilà. Donc ça aussi, la question de l'expérience, il faut pas dire oui, moi j'ai 56 ans, je suis plus expérimenté que toi, petit con de 20 ans. Alors dans un domaine, oui, si vous êtes tous les deux des sportifs par exemple, effectivement celui de 56 ans a sûrement beaucoup de choses à apprendre à celui de 20 ans. Par contre, celui de 56 ans, si je sais pas moi, toute sa vie il a travaillé dans les assurances, et que le petit de 20 ans, bah,
il a une formation en assurance, mais il a aussi, par exemple, une formation dans je sais pas moi, en droit des assurances, et ben voilà, et ben celui de 56 ans va pouvoir donner des leçons en droit des assurances. Il peut lui donner pour ce qui est de la gestion, etc., mais pas forcément en droit des assurances. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple hein, que je donne globalement. Voilà, effectivement, il y a, enfin c'est peut-être pas le meilleur exemple que j'ai donné, mais bon, voilà, c'est relatif, quoi, voilà. Hein, le qualitatif, le quantitatif, il faut avoir les deux quand on parle d'âge. Hein. L'âge, c'est pas seulement le cumul d'années, c'est aussi ce qu'on a fait de ces années. Voilà. Ça, c'est important de savoir. Donc, est-ce que j'ai une expérience à faire valoir ou pas? Ou est-ce qu'elle est assez limitée? Ou est-ce que, au contraire, elle est assez large? Voilà. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et puis, évidemment, bon, bah, savoir faire son âge. C'est-à-dire ne pas chercher à traîner avec des jeunes quand on a passé 50 ans. C'est pas ça qui fera revenir notre jeunesse. Au contraire, essayer d'apprivoiser notre corps de 50 ans, essayer de le maintenir en forme le plus longtemps possible. Je rappelle qu'il y a un médecin assez célèbre qui fait des conférences, qui dit notamment que, d'ailleurs, beaucoup d'études le démontrent aussi, aux États-Unis, que l'homme est programmé pour vivre 120 ans. D'ailleurs, on a l'exemple de Jeanne Calment, même si aujourd'hui c'est contesté parce qu'on dit que ce serait pas elle, ce serait une usurpation d'identité, bref. En tout cas, jusqu'à présent, il n'a pas été démontré le contraire, hein, et Jeanne Calment a vécu jusqu'à 122 ans. Donc ça prouve bien qu'on peut arriver à cet âge-là dans des bonnes conditions. Donc après, c'est à nous de créer les conditions pour que ça se passe bien dans notre vie. Voilà. Voilà, pour dire que c'est pas à 50 ans, faut pas se sentir inutile pour la société, bien au contraire. Même si la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est totalement dégénérée, cherche à nous faire rentrer dans le crâne, à nous dire vous avez 50 ans, vous êtes des merdes, vous servez à rien. Alors qu'au contraire, vous pouvez apporter beaucoup à votre niveau et avec votre expérience personnelle. Voilà, après c'est à vous de voir comment vous pouvez le faire. Euh, je viens maintenant à un autre critère. On va parler aussi des origines en général, là, puisque ça c'est très important. L'individu, pour savoir où il va, faut savoir d'où il vient, d'où il parle, etc. Ça c'est très important. Donc, origine, il y a plusieurs critères. Il y a l'origine sociale, l'origine ethnique et l'origine religieuse. C'est un peu lié d'ailleurs. Voilà, les trois d'ailleurs peuvent être un peu liés. Alors déjà sur l'origine sociale, évidemment, bon bah on va partir de la dichotomie la plus simple, c'est-à-dire bourgeois prolo, on va dire ça. On va partir de là. Alors après on peut décliner effectivement les bourgeois, il y a les grands bourgeois, les petits bourgeois. Hein. Les prolos, c'est pareil, vous avez ce que Marx appelait le lumpenprolétariat, c'est-à-dire vraiment les très très pauvres, voilà, les misérables, etc. Et puis vous avez des gens, voilà, vous avez les smicards, vous avez les gens qui ont des revenus un peu plus hauts que le SMIC, et puis après ceux qui commencent à être des cadres à certains 2000, 3000, 4000, 5000 euros, voilà. Après on a différents niveaux. C'est vrai que là il faut distinguer parce qu'un employé qui a 5000 euros, c'est pas pareil qu'un smicard, hein, on est bien d'accord. Donc déjà la perception de la vie peut être différente. Il y a une chose, déjà je vais partir d'une considération simple, qu'on voit souvent aussi ça il faut lire beaucoup la littérature du 19e siècle pour bien comprendre ça. Il faut savoir que contrairement à ce qu'on peut penser, les bourgeois, à ce qu'on peut mettre dans la catégorie des bourgeois, ont un mépris de l'argent très important. Alors ce sont plutôt les pauvres qui respectent beaucoup l'argent, et ce sont les bourgeois qui méprisent l'argent, qui le dépensent sans compter. Ça peut sembler paradoxal, mais c'est exactement ça. Hein, effectivement, un pauvre, parce que c'est une question de mentalité, parce que la mentalité bourgeoise et la mentalité prolétaire. Hein, d'accord. Là aussi, il y a deux choses. Vous voyez, comme tout à l'heure avec l'âge, hein, je disais qu'il y a l'âge quantitatif et l'âge qualitatif. Là, en l'occurrence, nous avons le, comment dire, la perception aussi, voilà, la mentalité, ce que je disais, la mentalité bourgeoise et la mentalité prolo. Et effectivement, si on passe d'un à l'autre, on passe aussi avec sa mentalité. Ça peut être un handicap. Exemple, un prolo qui accède à un milieu bourgeois, euh, le problème c'est qu'il accède avec sa mentalité de prolo, c'est-à-dire avec son éducation qu'il a reçue, qui est le respect de l'argent, parce que l'argent effectivement est précieux, on en manque, et donc il faut le respecter au maximum. Et il se rend compte qu'il est dans un milieu où les bourgeois n'ont aucune notion de l'argent, ils s'en foutent totalement. Parce qu'ils ont toujours été bourgeois, ils ont grandi avec ça, ils ont grandi avec, comme on dit communément, une cuillère en or dans la bouche, même si c'est un peu caricatural. Mais c'est vrai qu'on observe que souvent les bourgeois ont un mépris de l'argent, ils ne se posent pas trop de questions par rapport à l'argent. Et que souvent, même s'ils sont désargentés, même s'ils se retrouvent ruinés parce qu'ils ont flambé, etc., ils trouvent toujours le moyen de retrousser parce qu'entre eux, hein, il y a cette espèce
de solidarité tacite bourgeoise qui existe, hein, qui est réelle, que Marx avait déjà montré à l'époque et qui existe parce que la preuve c'est que vraiment dans le milieu très grand bourgeois, on sait qu'il y a ce genre de discours qui apparaît. Hein. Il y a Warren Buffett par exemple, une des plus grandes fortunes des États-Unis, mondiale même, qui avait dit qui parlait de classe, hein, c'est-à-dire qui valide le discours de lutte des classes et qui dit que c'est sa propre classe qui est en train de la gagner, la lutte des classes. Donc voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'il y a les très riches, en tout cas, sont conscients qu'ils appartiennent à une classe bourgeoise, à une classe aisée, une classe privilégiée par rapport au niveau de revenus. Et donc forcément, ils ont aussi la mentalité qui va avec et parfois la solidarité qui peut aller avec. Voilà. Et les riches se prêtent beaucoup entre eux, puisqu'il y a aussi ce dicton populaire qui est très vrai, qui veut qu'on ne prête qu'aux riches. Bah, si vous êtes parti du monde riche, même si vous n'avez plus d'argent, même si vous êtes ruiné, vous trouverez toujours quelqu'un qui va vous prêter, parce qu'on sait que vous faites partie de ce milieu-là. Voilà. Donc alors que chez les pauvres, bon, c'est un peu plus compliqué. Hein. Voilà. Chez les pauvres, justement, on prête pas facilement déjà parce que bon, non seulement on n'a pas forcément beaucoup d'argent à prêter, on a toujours peur de l'avenir, et puis en plus, on ne sait pas si la personne va être capable de rembourser vu qu'elle est pauvre. Alors, on sait très bien qu'elle est pauvre comme nous, donc voilà. Donc ça, c'est important aussi de savoir un petit peu d'où l'on vient, son origine sociale, et savoir que ça va déterminer certaines choses, certains choix. Et bien faire attention quand on change de classe sociale, que on vient avec son éducation et ses réflexes, on va dire. Et ça, il faut apprendre à les maîtriser aussi. Donc voilà, donc l'origine sociale, effectivement, est importante. Euh, L'origine ethnique, alors ça, je renvoie à ma vidéo que j'ai fait sur, je crois que c'est sur nos ancêtres les Gaulois, je crois qu'il s'intitule comme ça. Voilà. Mais bon, je peux résumer rapidement. Il s'agit donc, dans l'origine ethnique, c'est de savoir quelle est son origine ethnique et ce que ça implique comme, aussi comme, pas comme éducation, mais enfin, si on est né dans ces pays-là, mais pour ceux qui en sont originaires simplement, ce que ça implique comme, ouais, comme transmission, on va dire. Voilà, comme transmission, même génétique. Hein. Voilà, ça c'est pas. Alors faut pas faire les tests ADN et tout ça, ça c'est des conneries. Mais par contre, connaître un petit peu l'histoire des pays d'où on est originaire peut nous aider à mieux comprendre certains réflexes, certaines mentalités, etc. Ça c'est important aussi. Pour ça, faut s'intéresser un petit peu à l'histoire, notamment des pays d'où on vient. Moi, par exemple, j'ai écrit un bouquin là-dessus sur les. Ah, s'il y en a, je sais qu'il y a certains de, de- de mes abonnés qui sont comme moi d'origine espagnole, parce que je fais beaucoup de vidéos aussi, notamment quand il y a eu la crise catalane. Dans mon dernier livre, là que je vais présenter bientôt en vidéo, euh, je, euh, je fais une présentation justement de ce qu'est l'identité espagnole. Voilà. Donc ça peut être un exemple. Hein. Voilà. Donc savoir un petit peu l'identité ethnique, ou en tout cas le substrat ethnique qu'on peut avoir, ou les substrats ethniques si on a plusieurs origines, hein, effectivement. Et puis, euh, Et puis donc voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a comme marqueur ethnique? Alors ça, j'ai défini aussi dans cette vidéo. Il y a trois principaux marqueurs ethniques qu'on peut hiérarchiser. C'est-à-dire euh, le premier marqueur ethnique, ça va être le patronyme, c'est-à-dire le nom de famille. Ça aussi, je suis en train de préparer une étude là-dessus que je vais publier bientôt sur Camino Sereno. Ça sera plutôt destiné, par exemple, aux entreprises hein, qui ont besoin d'une base de données particulière. Donc sur l'origine des patronymes. Vous avez donc le patronyme, puisque la plupart du temps, le patronyme permet de voir, voilà, si vous appelez González, vous avez un patronyme espagnol. Hein. Si vous appelez Martinelli, c'est italien. Si vous appelez Boabdella, bah, c'est plutôt maghrébin. Voilà. Vous voyez, donc généralement le patronyme est plutôt un bon marqueur sur l'origine. Bon, après, on peut changer de nom, hein, mais après ça, là on le dissimule. Mais généralement, hein, c'est ce qu'on a de plus réel pour voir. Après, il y a le faciès, notamment la couleur de peau. Effectivement, on peut reconnaître facilement quelqu'un qui est d'origine d'Afrique subsaharienne ou, ou d'Asie, par exemple. Et puis enfin, religieuse, parce que il y a parfois la religion peut être associée à une ethnie. C'est vrai que quand on est musulman, on a beaucoup de chance, en tout cas un musulman en Europe, on a beaucoup de chance d'être originaire du Maghreb. Voilà, en tout cas en Europe occidentale. Parce qu'en Europe orientale, vous avez des musulmans, vous avez des pays entiers qui sont musulmans, comme l'Albanie, le Kosovo ou la Bosnie, hein, qui sont majoritairement musulmans. Voilà, donc mais il y a de fortes chances qu'on soit originaire du Maghreb quand on est musulman en France, parce que c'est la majorité de la population musulmane hein, sont originaires du Maghreb. Après, il y en a d'autres originaires d'autres pays aussi. Hein. Voilà. Et puis surtout, par exemple, moi je pense surtout pour les Juifs. Hein. Les Juifs, effectivement, là il y a une connexion ethnico-religieuse, effectivement,
qui est importante puisque c'est un peu lié à un même peuple, voilà, même origine ethnico-culturelle. Voilà, donc c'est pour ça, c'est en dernier la religion. D'abord c'est comment dire, d'abord c'est l'origine ethnique du patronyme, puis le faciès, hein, la couleur de peau, et puis la religion, l'appartenance à une religion. Ces trois critères-là ensemble vont déterminer une identité réelle qu'on ne peut pas nier. C'est-à-dire moi par exemple je suis blanc, je m'appelle Busto, hein, qui est un nom bon après qui peut passer à la limite pour italien ou portugais, mais en tout cas qui est un nom espagnol. Il y a pas mal de Busto, parfois c'est avec un S aussi à la fin. Et puis voilà, et je suis catholique. Voilà, en tout cas je suis de confession catholique, je suis baptisé à l'église. Donc ce qui fait que j'ai les trois critères qui me permettent d'être considéré comme un espagnol. Voilà. À la limite, je peux être considéré aussi comme un italien ou un portugais. Voilà. Donc ça, c'est mon identité réelle. Par contre, mon identité, c'est ce qui est visible, on va dire. Voilà. Ce qui est directement palpable, ce qui m'identifie directement. Par contre, après, c'est vrai que symboliquement, je vais être attaché à certains traits culturels, notamment de la France, parce que j'y ai grandi, parce que je travaille, enfin, surtout, j'écris en français. Hein, tous mes livres jusqu'à présent, je les écris en français. Donc je suis, en plus je donne des cours de français, plus des cours d'espagnol, ce qui fait que j'ai aussi une identité culturelle française qui n'est pas forcément visible a priori, mais qui existe. Voilà. Et en tout cas qui s'entend déjà quand je parle. Et voilà, donc ça c'est l'identité réelle, l'identité symbolique, c'est celle qu'on acquiert hein, par nos intérêts, soit par l'endroit où l'on est né, on a grandi, c'est différent de l'origine du milieu d'origine d'où on est originaire, hein, d'où notre famille, notre sang est originaire. Et puis aussi par rapport aux intérêts, on est tous un petit peu américains aussi, puisque forcément, bah, on a grandi avec des feuilletons, des films américains. On est tous un petit peu. Moi, je suis aussi un petit peu italien parce que j'ai toujours grandi moi, je vis dans un endroit où il y a une communauté italienne, enfin d'origine italienne importante. Et ils m'ont transmis un peu aussi cette identité italienne. Voilà, je sais pas, quelqu'un qui s'intéresse, je sais pas moi, au cinéma coréen, il va acquérir au fil du temps une identité symbolique et culturelle coréenne. Voilà. Donc c'est pour vous dire, voilà, il y a ces deux choses-là. Tout ça, c'est important aussi, parce que tout cela va déterminer aussi votre vision du monde. Quand on a une identité asiatique, il y a une vision du monde particulière qui est très différente de la vision fondatrice européenne. Hein. Par exemple, ça c'est important. Après, c'est vrai qu'entre Européens, ça peut pas être forcément très différent, ça dépend. Hein. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je vous dis, intéressez-vous à l'histoire de vos pays d'origine. Enfin, si vous êtes originaire, alors après, si vous êtes français de souche, mais vous êtes originaire, par exemple, je sais pas, vous vivez à Paris, et vous êtes originaire d'Auvergne, bah, intéressez-vous à l'histoire de l'Auvergne, parce que là aussi, il peut y avoir une vision du monde particulière, un substrat particulier que vous pouvez avoir gardé en vous, et qui peut s'exprimer à un moment donné. Voilà. Alors voilà, nous avançons maintenant un petit peu et nous en venons à la question de la morale. La morale euh, qu'on doit se forger, hein, puisque chaque individu, j'ai parlé de l'éducation à une éducation, et par rapport à cette éducation, a pu se forger une idée du bien et du mal. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo récemment où je parle du bien et du mal en prenant comme exemple les attentats, hein, les attentats de Strasbourg. Et par rapport à ces attentats, donc, j'ai essayé de comprendre cette notion du bien et du mal en partant du discours de cette petite fille qui, lors de la commémoration, enfin de la cérémonie pour les victimes, a, a eu ce discours que j'ai trouvé très très manichéen, très enfantin, très naïf. Et donc j'ai développé toute une pensée autour de ça pour définir quel est le bien et le mal. En gros, la morale la plus pure, et je pense que je vais faire un travail là-dessus aussi, c'est avant tout, elle est avant tout instinctive. Il suffit pour ça de regarder les animaux. Les animaux ont une morale ontologique, hein, c'est-à-dire qu'ils ont, on peut qualifier aussi d'instinctif simplement, c'est-à-dire qu'ils ont acquis de fait, ah, c'est quelque chose, enfin je sais pas si c'est inné ou acquis, mais en tout cas c'est en eux, hein, c'est clairement en eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience, ils n'ont pas la conscience du bien et du mal, hein, c'est ce qui nous différencie beaucoup des animaux. Ils n'ont pas la conscience du bien et du mal, mais par contre, enfin, ils l'ont intrinsèquement, c'est-à-dire ils savent qu'ils vont faire quelque chose qui n'est pas forcément bon pour eux en tant qu'individus, pour leur groupe ou pour leur espèce en général, vous voyez. Donc ils vont agir de manière tout à fait rationnelle de ce point de vue-là, simplement guidés par leur instinct de survie, leur instinct de conservation de l'espèce. Voilà. Et ça, nous n'avons pas. Nous n'avons pas d'instinct de survie de conservation de l'espèce. C'est pour ça que l'homme est un être qui peut être en conscience irrationnelle, ce qui est tout à fait incroyable. C'est-à-dire qu'on est tous à un moment donné. Là.
l'irrationalité existe aussi chez les animaux, mais c'est marginal. Alors que l'homme, il peut être, tous les hommes peuvent être, on est tous plus ou moins, bon, je sais pas, il y a peut-être des comment dire, des exceptions absolues qui ne le sont pas, mais en principe, on est tous à un moment donné de notre vie, on a un moment où on agit de manière irrationnelle. Tous, sans exception, nous sommes tous des individus qui agissons, je dirais même régulièrement, de manière irrationnelle. Et à un moment donné, on se rend compte, on se dit, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Et à un moment donné, on a cette attitude irrationnelle. Voilà. Et, euh, et ça, il faut en avoir conscience, savoir effectivement, savoir remettre en cause aussi cette notion du bien et du mal qu'on a appris par notre éducation, etc. Et voir en réalité que le bien et le mal, il est avant tout instinctif. Voilà. Je vais pas en dire plus là-dessus pour l'instant. Je vais développer plus cet aspect-là dans d'autres vidéos, des articles sur Camino Sereno, où je pense que ça pourrait me faire l'objet d'un livre. Voilà, mais ça j'en parlerai plus tard. Ensuite, il y a la question, je vais venir donc sur la question, une autre question identitaire importante, c'est la question sexuelle. Alors sexuelle, je parle du sexe, évidemment, qui nous définit en tant qu'individu, mais aussi l'orientation sexuelle, au moment où on en parle beaucoup, et la question du genre aussi. Alors évidemment, bon, une fois qu'on sait bon, à quel sexe on appartient, si on est homme ou femme, il y a la question du genre qui se pose, et là je voudrais aller à contre-courant encore une fois de l'idéologie dominante, c'est-à-dire que aujourd'hui il y a toute une idéologie qui tend à vous faire croire que en plus de votre identité sexuelle, vous avez une identité de genre qui peut être dissonante par rapport à votre identité de sexuelle. Tout ça c'est de la fumisterie. Ça il faut l'oublier, et ça je suis vent debout contre cette idéologie du genre qui pour moi est tout à fait tout à fait, voilà, ne reflète pas du tout la réalité. Encore une fois, moi je me base sur le réel. Hein. Il faut se baser sur le réel, sur son identité réelle, et son identité réelle elle est avant tout masculin, féminin. Maintenant, c'est vrai que le genre qu'on peut avoir en réalité est beaucoup plus complexe, et c'est ça la réalité, c'est-à-dire que c'est pas on se sent plus homme, on se sent plus femme, c'est qu'on a une part de masculinité et une part de féminité. Nous avons tous les deux, c'est-à-dire nous avons les deux genres en nous en réalité. Seulement, majoritairement, les hommes sont majoritairement masculins et les femmes sont majoritairement féminines. Et il y a des exceptions qui confirment la règle, parce qu'il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, et ces exceptions, bah, ce sont des femmes qui sont plus masculines et des hommes qui sont plus féminins. Effectivement, quelle est sa part de masculinité et de féminité, parce que ça peut aussi déterminer beaucoup de choses, et il est important de ne pas, par exemple pour un homme, de ne pas avoir trop de masculinité ni pas assez, hein, et ça peut changer. C'est effectivement, ça se développe. Hein. Par exemple, moi plus jeune, j'avais un taux de masculinité qui était beaucoup plus important et qui a baissé avec le temps parce que j'ai appris à mieux connaître les femmes, puisque malheureusement mon taux de masculinité m'éloignait trop des femmes. Étant donné, hein, ça peut paraître paradoxal, mais effectivement, quand on est trop masculin, on ne comprend pas assez l'autre sexe. Et inversement, quand on est trop féminin, on a du mal à comprendre aussi les hommes. Donc c'est pour ça qu'il faut équilibrer un peu plus, avoir un rapport moins binaire, on va dire. Et ça, j'en vois aux travaux de Stéphane Edouard. Et hein, vous pouvez trouver, chercher sur YouTube ces vidéos. Et notamment, il propose un test, pardon, qui s'intitule Elle et lui.me. Hein, je crois que c'est ça hein, le test qu'il a mis en ligne, hein, que vous pouvez faire. Voilà. Et je vous invite aussi à voir ses vidéos, à voir ses séminaires, etc. Il y a vraiment là, il est plus spécialisé sur ces questions relations homme-femme. Voilà. Mais je reviens donc sur cette question du genre. Voilà, tous ces questionnements, ces études autour du genre, c'est de la fumisterie. En réalité, nous sommes tous à la fois masculins et féminins. Nous avons tous une part de masculinité et de féminité. À nous de connaître quelle est la proportion de chacune et comment la faire évoluer si ça pose problème, ou comment justement savoir ensuite, savoir pourquoi ça détermine tel ou tel comportement. Voilà, ça c'est important aussi. Ensuite, il y a la question de l'orientation sexuelle, et là c'est pareil, je vais déconstruire certains mythes, et là je vais aller même loin. Euh, de la même manière qu'il n'y a pas d'identité de genre choisie ou en fonction de telle ou telle sensibilité, ça c'est idiot, la plupart des hommes ont un genre masculin, la plupart des femmes ont un genre féminin. De la même manière, il n'y a que deux identités sexuelles, enfin identité pas sexuelle, mais d'orientation sexuelle. Il y a les homos et les hétéros. Voilà, c'est tout. Et majoritairement, on est hétéros. Il y a une part marginale de la population
qui est homosexuel, de manière tout à fait naturelle. C'est toujours l'exception qui confirme la règle, hein. Voilà, il y a toujours, dans tous les cas, voilà, on va avoir une minorité de gens qui vont être différents des autres. Voilà, c'est pas pour ça qu'il faut les rejeter, hein, mais au contraire, ça garantit la stabilité du groupe. Le fait qu'il y ait une exception confirme qu'il y a une règle, hein, de toute façon. Donc c'est pour ça, il faut le voir comme ça, pour pas que ce soit considéré comme quelque chose d'handicapant ou de problématique, etc. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on nous ment à tous les gens, et quand je dis tous les gens, c'est y compris les institutions, c'est y compris voilà, des institutions politiques, des institutions internationales, qui aujourd'hui veulent normaliser l'homosexualité en faisant croire que être hétéro, être homo, c'est la même chose et c'est sur le même plan. Or, ce n'est pas vrai, hein. Ça ne veut pas dire que les homosexuels sont des malades mentaux comme on pouvait le dire avant. Effectivement, ça c'était une assertion qui était fausse, de la même manière qu'aujourd'hui c'est faux de dire que on peut aussi bien être homo qu'être hétéro et que ça se construit dans l'adolescence, etc. Tout ça c'est absolument faux, ce n'est pas vrai. Euh, c'est comme toutes les formes d'identité sexuelle qui existent, tout ça c'est absolument faux. Il y a que deux orientations sexuelles possibles, il y a la grande majoritaire qui est hétérosexuelle et une minoritaire qui est homosexuelle. Tous les autres formes de sexualité, bisexuelle, transsexuelle, je ne sais quoi, il y a plein de mots qui ont été inventés, etc. Tout ça, ce sont des catégories inventées par le système, non seulement pour brouiller les pistes, mais aussi pour créer des nouveaux segments de marché. Ah, tout ça n'existe pas. Il n'y a pas de bisexuel ni de transsexuel. Il y a des hétéros et des homos. Le reste n'est que fausseté, n'est que fumisterie, n'est que tromperie. Voilà. Et ça, il faut pas tomber dans ce piège-là, notamment les jeunes qui sont les plus manipulables, les catégories les plus manipulables de la société. Ne vous laissez pas manipuler par le système et les représentants de ce système qui, soi-disant, veulent lutter contre une société patriarcale, liberticide, etc. Hein, ce n'est pas vrai. Hein. Enfin, si, il y a eu des sociétés liberticides, c'est pas le problème, mais c'est pas ça qui va. Comment dire, ça ne reflète pas le réel. Le réel, la nature, il faut toujours s'appuyer là-dessus. Il n'y a rien de plus radical que la nature. La nature, elle a fait des individus qui sont homo-hétéros. Hein. Dans le monde animal, ça n'existe pas. Alors la bisexualité, si ça existe chez certaines espèces, encore même la transsexualité. Voilà. Mais nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des escargots. Ah, les escargots peuvent changer de sexe, ils peuvent se reproduire. Euh, un escargot mâle peut changer de sexe et se reproduire. Voilà. C'est pas le cas des hommes. Hein. Les hommes ne peuvent pas. Voilà, c'est pas possible. Ce n'est pas naturel comme démarche. Donc ça repose sur simplement sur une dégénérescence de l'esprit. Hein, voilà, c'est exactement ça. Je sais que je vais m'attirer des foudres en disant ça, mais pourtant c'est la pure et stricte réalité basée sur la nature. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la nature. Et il faut l'accepter telle qu'elle est. Tant qu'on n'acceptera pas, c'est comme pour l'âge. Hein. À la même manière qu'il y a des gens aujourd'hui qui revendiquent des sexualités complètement fantasmagoriques, et bien de la même manière, on a par exemple cet Hollandais, hein, comme je parlais tout à l'heure de l'âge, cet Hollandais qui a 69 ans mais qui prétend pas en paraître 20 ans de moins, demande aujourd'hui qu'on lui abaisse son âge de 20 ans. Alors que son âge réel, non, il est de 69, il n'est pas de 49. Il faut qu'il accepte, c'est la nature qui est comme ça. On ne peut pas changer, on peut pas, on n'a pas encore trouvé la manière, comme expliquait Einstein, comment on appelle ça, de, de maîtriser le temps, de créer la distorsion du temps, etc. Ça, c'est pas possible encore. Voilà. Donc il faut s'en tenir au réel. Donc tout ça, c'est important parce que ça détermine effectivement notre vie affective. Et puis se poser la question, faire le bilan, quel que soit votre âge, de votre vie affective et amoureuse. Parce que ça, c'est extrêmement important aussi. Et ça, c'est pareil, ça, j'en revois à mon cours, qui est disponible et qui est en solde d'ailleurs actuellement sur caminosereno.fr. Hein, n'hésitez pas à aller voir, il y a des soldes vraiment qui vont d'ailleurs vers la fin des soldes, ça va descendre encore plus. Là, il faut vraiment en profiter. Vous avez ce cours sur l'amour où j'explique tout de A à Z de manière philosophique, ce qu'est l'amour, le véritable amour, et comment le trouver, et comment trouver la compatibilité amoureuse avec un partenaire. Et ça, c'est important parce que déjà, ça commence par faire le bilan, avant même de voir ce cours, faire le bilan sur soi-même, sur sa propre vie amoureuse, qui est, je pense, pour la plupart d'entre vous, faite de beaucoup d'échecs, et puis beaucoup de frustration aussi. Ah, c'est surtout de l'échec chez les femmes et de la frustration chez les hommes. Et ça, il faut faire le bilan de ça, le regarder avec vraiment un regard vraiment
pareil, réel, hein, c'est-à-dire ne rien nier, hein, nier vraiment, accepter toute la souffrance qu'on a eue, mais faire de cette souffrance une force aujourd'hui. Et c'est ça que je propose. Donc, à travers cette compréhension aussi de ce qu'est ce qu'on recherche dans le point de vue amoureux, et ça je l'explique plus en détail dans le cours sur l'amour et la compatibilité amoureuse, que je vous invite vraiment à au moins aller voir et bien sûr à acheter. Euh, voilà donc pour tout ce qui est la question de sexe, d'orientation sexuelle, d'affectivité, etc. Ensuite, nous avons donc la question de la proximité politique. Alors ça, là, je vais pas en parler maintenant. Je vais faire bientôt, à l'occasion des élections européennes qui auront lieu au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Je vais faire, de toute façon, avant, je vais le publier. Je vais étudier les programmes des différents partis politiques qui auront des listes, les principaux qui auront des listes dans ces élections, et je vais je vais créer une sorte de test. Je vais voir comment je vais faire ça, si je vais le mettre en ligne ou quoi. Bon, ça sera pas quelque chose de très élaboré parce que j'ai pas les moyens de faire un logiciel vraiment un truc très technique, quoi, on va dire. Ça va être peut-être assez basique, hein, mais un test qui va vous permettre de déterminer quelle est votre orientation politique. Alors c'est très ponctuel, c'est vraiment basé sur un scrutin particulier, mais ça vous donne quand même une idée de votre orientation sexuelle. Voilà. Euh, pas sexuelle, excusez-moi, j'étais encore dans le truc précédent. Voilà, sur l'orientation, je veux dire politique. Voilà. Donc là, vous verrez, hein, je mettrai un truc là-dessus je mettrai ce test, je pense, en ligne sur le blog de Camino Sereno. Vous pourrez le faire et ça vous aidera à voir un petit peu quelle est votre orientation politique, c'est-à-dire en fonction de votre propre philosophie aussi, votre propre sensibilité, vers quoi vous avez tendance à aller. Et enfin, donc il y a tout ce qui est aussi connaître aussi son physique, sa corpulence, son aspect physique général. Tout ça, ça peut déterminer aussi certaines choses et savoir quelles sont ses forces et ses faiblesses, aussi bien sur le point physique que sur le plan mental. Et donc c'est effectivement, c'est voir si on a une certaine force physique, si on est par exemple beau et attractif, ou si c'est pas notre force première, ou si par contre on est quelqu'un de plutôt adroit de ses mains ou de ses jambes. Hein, si par exemple vous avez des bonnes aptitudes physiques à la course, hein, effectivement, si vous avez par contre si vous débrouillez bien de vos mains, vous allez toujours aimer mettre les mains dans le cambouis. Voilà, donc si vous êtes plutôt bricoleur, etc. Tout ça c'est important, tout ça ça peut déterminer aussi qui vous êtes et ce que vous devez devenir. Pareil par rapport à l'intelligence, quelles sont vos capacités cognitives? Est-ce que vous êtes plus, déjà, est-ce que vous êtes plus visuel ou auditif? Est-ce que vous êtes un peu des deux? Est-ce que vous êtes aussi, est-ce que vous avez une intelligence qui est plus littéraire, scientifique, etc. Alors en vérité, l'intelligence, elle peut se moduler, c'est-à-dire que moi-même, j'ai toujours été quelqu'un qui avait une intelligence plutôt littéraire, mais c'est, je pense, parce que tout petit, j'ai développé un intérêt pour les lettres et moins pour les chiffres. Mais en réalité, j'ai compris beaucoup plus tard l'importance des chiffres. Ça m'a posé des problèmes dans ma scolarité, mais j'ai compris aujourd'hui l'importance que ça pouvait avoir. Et je pense qu'on peut guérir même de mots comme la dyslexie, etc., euh, en comprenant mieux la place que doivent avoir les lettres, enfin oui, les lettres pour les dyslexiques, hein, dans notre société. Et ça, c'est aussi quelque chose, un chantier très important que je vais pas développer là, mais voilà. Et puis se poser la question des centres d'intérêt. Voilà, quels sont les centres d'intérêt qui sont les nôtres, qui vont donner plus de facilité à réussir dans tel ou tel domaine. Voilà, ça peut déterminer effectivement quel est le chemin que vous devez prendre, quel que soit aussi votre âge, c'est-à-dire que voilà que vous ayez 20 ans, que vous soyez adolescent, ou que vous ayez vous-même des adolescents qui sont un peu perdus, ou que vous soyez vous-même à 40 ans dans une remise en question de votre vie. Et ben toutes ces questions peuvent vous aider à choisir votre nouveau chemin de vie, hein, celui avec lequel vous allez rentrer dans la seconde partie de votre vie avec justement quelque chose de beaucoup plus adapté pour vous. Hein, et voilà, c'est-à-dire que c'est prendre un nouveau départ, il n'est jamais trop tard, même pour les gens plus âgés encore, même pour les retraités qui veulent s'épanouir dans leur retraite. Voilà, il y a toujours à un moment donné dans notre vie, il y a toujours un moment donné, tant qu'on a cette énergie en nous, tant on a cette étincelle de vie en nous, on a toujours des choses à accomplir, on peut toujours potentiellement accomplir quelque chose, même si c'est à notre échelle avec nos propres capacités, voilà. Et ça, donc j'invite vraiment à le faire. C'est pareil quand je parlais du physique, et de l'intelligence aussi, je peux parler des handicapés. Là c'est pareil, il faut se poser la question,
Qu'est-ce que un handicapé physique ou mental, il y a peut-être encore quelque chose à apporter à la société. Voilà. Et la question, c'est déjà, il faut savoir accepter son handicap, apprendre à le reconnaître déjà et à se dire, voilà, je ne suis pas capable de faire telle ou telle chose, je peux pas avoir une vie forcément très active si je suis en fauteuil roulant, en tout cas du point de vue mouvement, on va dire. Par contre, je peux apporter autre chose, je peux développer mes capacités cognitives, je peux, voilà, regardez, il y a un mec qui était paralysé, qui est mort récemment, qui s'appelait Stephen Hawking, qui était un grand savant, voilà, qui a apporté avec ses moyens à lui. C'est vrai qu'il était très diminué physiquement, et pourtant il a réussi à apporter beaucoup à la science. Voilà, donc voilà, c'est ce genre de choses vraiment que je préconise. Hein, c'est vraiment se remettre en question et voir qu'est-ce qu'on peut apporter de mieux, et surtout comment on peut se sublimer, comment on peut se surpasser, comment on peut se oui, se surpasser à ce dépassement de soi, en partant sur des considérations saines, et en partant sur un bilan personnel qui soit vraiment une mise à nu totale, hein, sans rien cacher, une mise à nu totale vraiment sans une remise en question, je veux dire, sans rien, sans tabou, hein, c'est ça que je veux dire vraiment. Voilà. Voilà, donc ça c'était une présentation assez large, hein, du chantier que je suis en train de mettre en place de coaching pour aider les gens à se remettre en question. Hein. Je rappelle, voilà, dans le cadre de la crise des Gilets jaunes, dans le cadre où on est dans une remise en question générale de notre société, de notre modèle de société, eh bien, il faut commencer par une remise en question aussi de soi-même. Voilà, commencer par, hein, comme disait un certain prophète, euh, commencer par voir la poutre qu'on a dans son œil avant de parler de la paille du voisin. Voilà. Effectivement, il faut commencer par là. Il faut commencer par soi-même. Il faut commencer par s'améliorer soi-même. Et c'est comme ça qu'on donnera l'exemple pour améliorer la société. Voilà. Donc, j'espère que ça a été assez clair. Bon, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Euh, les pouces vers le haut. Et puis surtout, abonnez-vous parce que bon, je vois que j'ai pas forcément, j'ai beaucoup de gens qui voient des vidéos. J'ai des vidéos qui commencent à décoller au niveau des nombres de vues, même si c'est pas encore extraordinaire. Mais j'ai peu d'abonnés. Alors, abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez ces contenus. Hein, même si vous n'êtes pas forcément fan, enfin, si vous n'êtes pas forcément client, etc. Mais en tout cas, que vous appréciez certains de mes contenus, au moins certains sujets que j'aborde, eh bien, soutenez-moi au moins en m'abonnant. Comme ça, vous pourrez voir les nouvelles vidéos que je fais et s'il y en a certaines qui vous intéressent. Et voilà. Et n'hésitez pas donc à me retribuer avec des pouces vers le haut si vous avez aimé cette vidéo. Voilà. Au revoir à tous et à bientôt sur ma chaîne YouTube et sur caminosereno.fr. N'hésitez pas à aller voir le blog, hein, où il y a des articles régulièrement mis en ligne. Voilà, et pour ceux qui voient cette vidéo sur Camino Sereno, sur le blog, hein, puisque je la mettrai en ligne sur le blog, eh bien salut à vous et n'hésitez pas à aller voir aussi tous les contenus qui sont disponibles, les contenus de coaching, aussi les cours éventuellement si ça peut vous intéresser. Voilà, donc à bientôt pour de nouveaux contenus. Là, 2019, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Encore d'autres vidéos qui vont être plus centrées aussi sur la remise en question de soi. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos sur ce sujet. Au revoir.